Bienvenue à la Minute Mentale des Carabins. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, chers auditeurs, Sarah et moi, on a le plaisir de recevoir un invité bien spécial sur une grande présentation. Prépare-toi. C'est-à-dire que pour parler de motivation, on avait envie de le faire avec quelqu'un qui est pas juste un praticien ou juste un chercheur. On voulait en discuter avec... à la mode, les sports hybrides, ben c'est ça. On voulait en discuter avec un spécialiste hybride, quelqu'un qui est mi-adepte du terrain et mi-scientifique, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai nommé cette personne, c'est toi, Marc-André Duchesneau. Bienvenue. Absolument, merci beaucoup. J'allais dire re-bienvenue au Sepsum, parce que c'est ta maison. Ça a été très longtemps ma maison, effectivement. Tu as été entraîneur et athlète pour l'équipe de natation. Exactement. J'ai mis les pas. pieds ici en septembre 2006, puis officiellement quitté en juin 2018. Ça trahit ton âge. Non, mais safe space, là, ici, là, safe space. On est tous plus vieux que les étudiants actuels, c'est ça qu'on va se dire. Ma coupe de cheveux a changé depuis que j'ai mis les pieds ici. Ça, c'est ça qui trahit mon âge. Je ferai pas de commentaire. Marc-André, pour la gouverne de nos auditeurs, donc, tu es titulaire d'un doctorat en psychopédagogie de l'Université de Montréal et tu te spécialises, en développement professionnel des entraîneurs en apprentissage social. Je suis pas loin, hein, c'est ça? Oui. Doctorat en éducation. OK, oui. Donc, avec un champ d'intérêt qui était initialement sur le programme sport-études. Donc, déjà, dès mes premières recherches, je m'intéressais beaucoup à l'expérience des élèves athlètes puis les entraîneurs. OK. Et donc, de manière vulgaire, on va le dire, t'accompagnes des entraîneurs, des fédés, des équipes dans une quête d'apprentissage, de développement, d'innovation. Oui, exactement. Tout à l'heure, tu parlais de l'espèce de rôle hybride. Comment j'aime me définir, c'est les deux pieds sur le terrain, la tête dans les bouquins. Donc, tout le temps avec les entraîneurs sur le terrain, je viens de là, j'ai été formé comme entraîneur. Puis là, maintenant, c'est de les accompagner, des fois, à réfléchir juste un petit peu plus haut que ce qu'ils vivent sur le terrain. C'est là l'idée d'avoir la tête dans les bouquins. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui s'écrit? Qu'est-ce qui se fait des fois ailleurs, même que dans le sport, pour venir informer un peu mieux, bien, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain finalement? Donc, c'est intéressant parce on entend souvent parler des gens qui encadrent, qui supportent le développement des étudiants athlètes. Comme ici, on est très privilégiés. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour de nos étudiants athlètes pour les aider à cheminer. Mais rarement, on entend parler de ceux qui accompagnent les leaders des différentes équipes sportives qu'on a. Là. Fait que absolument. c'est un plaisir. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que ça n'a pas été dans la présentation de Marc-André, mais il accompagne nos entraîneurs depuis tout récemment. On lui a demandé de l'aide, en fait, justement, dans la formation, comme de bâtir, de créer un parcours d'apprentissage pour nos entraîneurs. Fait que... nouveauté. Ben, c'est ça, quand je vous disais qu'on était privilégiés, voilà. Fait que là, donc, Marc-André, j'imagine que la motivation, c'est un sujet... Ben, dis-moi, est-ce que la motivation, c'est un sujet qui revient passablement souvent dans vos discussions, dans vos groupes de travail, avec tes différentes clientèles? C'est... sans dire que c'est le sujet qui revient tout le temps, je dirais que c'est pas souvent exprimé comme ça, forcément au début par l'entraîneur. Mais dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que la plupart des enjeux que les entraîneurs vivent avec leurs athlètes, mais c'est souvent en lien avec la motivation, la dynamique motivationnelle qu'ils vont créer au sein de leur équipe. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est pas mal un dénominateur commun de la plupart des discussions. Là. OK. Donc, quand on parle de motivation, je sais que toi, tu travailles avec les entraîneurs, mais quand on parle de motivation chez les étudiants athlètes, de quoi on parle en réalité? Ça serait quoi ta définition à toi qui est comme justement là, entre science et terrain? Là? Oui. Mettons, je parle à un entraîneur, puis là, on va jaser de motivation. Tu sais, souvent, là, la première, c'est la première entrée, c'est extrinsèque et intrinsèque. Là, on dit, OK, on va aller un petit peu plus loin. Tu sais, souvent, je vais poser la question, la motivation, ça ressemble à quoi? Puis la manifestation concrète, c'est l'engagement. Tu sais, l'engagement dans la tâche. Donc, je vais donner un entraînement que moi, j'estime qui est difficile. Est-ce que mon athlète va plonger dedans tête première? Il faut aller performer, il faut avoir des bonnes attitudes. Ou des bonnes habitudes de vie. Est-ce que mon athlète, l'athlète que j'entraîne, il va manifester un engagement dans cette tâche-là pour s'améliorer? Souvent, ça va être un peu mon angle d'attaque. Puis après, je vais parler à l'entraîneur. Sur quelle ficelle tu peux tirer? Question d'amener l'athlète à s'engager dans sa tâche. C'est là qu'on va revenir
là, on va rester simple, là, mais des théories de la motivation, il y en a autant que de chercheurs. Mais mettons, celle que j'utilise un peu plus, puis celle qu'on a beaucoup discuté, c'est la théorie de l'autodétermination, qui essentiellement repose sur les trois besoins fondamentaux, qui est le besoin d'affiliation, le sentiment de compétence, puis le besoin d'autonomie. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on décrit ça avec les entraîneurs, la question que je leur pose, c'est sur quelle ficelle tu peux tirer, toi, dans ton environnement? OK. Puis le concept que j'amène beaucoup, c'est pas juste la motivation de l'individu, c'est qu'est-ce que tu crées comme dynamique motivationnelle. Parce que c'est au niveau individuel, mais c'est aussi beaucoup au niveau de la culture de l'équipe, de ce que tu crées. Puis je dis ça, c'est la même affaire pour un chargé de cours ou un enseignant, ou pour nous comme employés de nos entreprises. On est dans des dynamiques motivationnelles où bien, des fois, on veut connecter avec la personne, des fois, on veut se sentir bon, des fois, on veut avoir du contrôle sur ce qu'on fait. T'sais, ce sont tous des ficelles sur lesquelles on peut tirer. Là. Avant de plonger dans justement cette théorie de l'autodétermination, c'est ça, je me trompe pas, j'aurais envie de me tourner vers toi, Sarah, pour te demander, bon, ben, puis je m'en doute un peu, là, mais la motivation, c'est un enjeu central pour nos étudiants athlètes, pas que les étudiants en général. Oui, effectivement. Pourquoi, t'sais? Ben oui, c'est une bonne question. Probablement que tous les étudiants athlètes répondraient différemment, mais ce que j'ai envie de dire, premièrement, c'est que comme on a discuté justement avec Samuel dans notre podcast plus avec un athlète niveau motivation, ben la motivation, c'est un état émotif, right? Fait que ça veut dire que des fois, c'est là, des fois, c'est pas là. C'est pas souvent stable et pas 100% contrôlable. Il y a des matins que ça nous tente de s'engager puis d'y aller à fond. Puis il y a d'autres matins que, pour une raison que j'ignore, ça nous tente moins. Fait qu'il y a déjà ce défi-là qui est lié à la motivation. Puis ensuite, ben, on rentre le concept de double carrière ou même de triple carrière qui sont la réalité de nos étudiants athlètes. Donc, ça vient avec un engagement, encore une fois, qui est complexe parce que là, il y a des voyages pour les compétitions, il y a faire concilier études, sport, mais aussi vie quotidienne, relations interpersonnelles. La charge, elle est immense. Fait que, je dirais que c'est un enjeu central juste parce que juste d'avoir toutes ces charges-là ou ces tâches-là dans un quotidien, c'est pas une tâche simple. Puis donc, Samuel nous en avait parlé un petit peu, puis je pense que l'a mentionné, Marc-André, tu sais, il existe plusieurs types de motivation. Est-ce que tous les types de motivation sont optimales? Est-ce qu'ils sont saines? Peu importe d'où ça passe, on est motivé, c'est bon ou non? Oui, bien, mettons, on revient à la théorie de l'autodétermination. C'est comme un continuum, où est-ce que, du côté, disons, celui vers lequel on aspire davantage, c'est la motivation intrinsèque, donc être autodéterminé dans tes comportements. Puis ça, c'est lorsque les 3 besoins qu'on a discutés plus tôt étaient comblés. Après, il y a une myriade de types de motivation qui sont plus extrinsèques. Je vais donner l'exemple, mon exemple personnel. J'ai eu une super belle carrière d'étudiant athlète en natation. Écoute, j'ai commencé à nager, j'avais peut-être 8-9 ans. Puis j'ai décidé de rajouter une dernière année. J'ai fait un bac en éducation physique. Puis pour faire ma 5e saison, j'ai décidé de faire un micro-programme qui m'a jamais servi à grand-chose. Absolument à rien. Le bon classique. Je comprends bien. Parce que j'aimais tellement ma quête d'étudiant athlète. J'étais engagé là-dedans. J'avais des objectifs de performance. Et je n'ai pas regretté une seule journée d'entraînement, puis un seul entraînement, puis en natation, il y en a quand même beaucoup, peut-être même beaucoup trop, puis ça commence très tôt le matin. Mais il n'y a pas une journée que je n'étais pas motivé à aller m'entraîner. Sauf peut-être des fois le samedi matin après le party d'Halloween. Mais ça, c'est une autre affaire. Une autre affaire. Mais quand ma carrière a fini, je pense que ça a pris des années avant de remettre le speedo. Parce que ma quête n'était pas associée avec le plaisir inhérent de nager, de faire des longueurs. C'était associé avec ma quête de performance. J'avais une motivation très forte, mais ma motivation était peut-être plus extrinsèque par rapport à la quête de performance, par rapport à mon espoir de me qualifier pour les universiades. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, je nage plus, mais maintenant, je vais faire du jogging. Et là, j'ai un plaisir inhérent à juste mettre mes souliers pour aller ce sentiment-là, ce bien-être-là. Tu nous donneras tes trucs? Oui, c'est ça. Plus difficile en hiver, d'ailleurs. Oui, inscrivez-vous à un marathon, un demi-marathon. Là, vous êtes face à votre... Maintenant, c'est peut-être une motivation extrinsèque. On annule tout ça, c'est pas extrinsèque, mon affaire. Donc, je comprends que ça peut venir d'un peu partout, les types de motivation. Est-ce qu'il y a des motivations qui sont pas bonnes à avoir?
Je vais le dire comme ça. Bien, j'ai aimé ce que Marc-André a dit au sens où, comme c'est un spectre, si on veut, là, il y a le côté extrinsèque, puis dans le extrinsèque, il y en a différentes sortes là, qui sont comme, si je me souviens bien, genre régulation, introjectée, identifiée, tout ça. Puis plus on avance dans le spectre, plus on se dirige vers la motivation intrinsèque. Je pense que la science, puis tu me corriges si je me trompe, suggère que plus on se dirige vers le intrinsèque, généralement meilleures sont les retombées tant au niveau bien-être que performance. OK. Ceci étant dit, je pense que c'est quand même commun pour des étudiants athlètes d'avoir des motivations extrinsèques. Ouais. OK. Puis, Oui. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple de sport. Puis après, on va être capable de l'extrapoler dans d'autres contextes. Souvent, les entraîneurs vont vouloir amener l'athlète à s'engager dans la tâche. Hein? On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Donc, une stratégie commune, c'est si vous n'accomplissez pas X, vous avez une conséquence Y ou une punition. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on oblige un peu, on impose un résultat, puis s'il n'y a pas le résultat, tu as une punition. Et là, on est quand même dans l'extrinsèque. Tu vois, juste une façon de venir changer le narratif, si on peut identifier quelles sont les attentes pour l'exercice, puis juste des fois de proposer au groupe d'athlètes en disant, si vous ne réussissez pas, quelle serait la conséquence? Là, tu vois, on vient de changer la balance du pouvoir. Fait que si on vient dans le sentiment d'autonomie, donc associé au contrôle, là, on laisse les athlètes déterminer leurs conséquences. Et généralement, quand on fait cette petite expérience sociale-là, les athlètes, les étudiants athlètes, se mettent généralement une conséquence qui est vraiment plus hardcore que le coach aurait mis. Là, puis tu sais, des fois, c'est intéressant. Là, on est dans le comportement humain, mais les systèmes d'émulation qu'on voit au primaire, tu sais, des fois, pour engager les élèves dans la tâche, on va te récompenser. C'est intéressant. Souvent, c'est mal utilisé. On les utilise pour tout le monde, alors que des systèmes d'émulation, pour ceux qui ont déjà des bonnes notes ou ceux qui aiment déjà apprendre, c'est pas nécessaire. Ils n'ont pas besoin. Même les parents, tu sais. Oui, exactement. Mais pour les jeunes, bien, des fois, il y en a pour qui ils ont besoin de ce petit nanan-là. C'est là toute la complexité de la dynamique motivationnelle pour un enseignant, pour un chargé de cours, un professeur ou pour un coach, c'est de comprendre qui a besoin de quoi. Parce que c'est collectif, mais c'est individuel aussi. Puis j'imagine qu'un autre aspect complexe, c'est comment maintenir ça. Parce que là, par exemple, j'utilise ce truc, je suis pas coach, mais mettons. Fait que là, je modifie la manière dont j'essaie d'aller chercher l'engagement, donc la motivation. Comment je fais pour que ça perdure tout au long de la saison? Puis comme étudiant athlète, comment je fais pour m'assurer que ça reste puis que je sois engagée tout le long sur mon objectif final? Bien, avant que tu répondes, je vais juste faire une toute petite parenthèse. Je pense que je veux... en tout cas, personnellement, je veux pas vendre que c'est obligatoire, nécessaire et facile que ça soit constant et reste tout le long d'un parcours universitaire. Comme je veux vraiment pas qu'on mette ça comme obligatoire, parce que je pense que c'est très éloigné de la réalité de ce que vivent nos étudiants athlètes. C'est vraiment peu probable que ta motivation soit à 100 sur 100 pendant 5 ans de parcours universitaire. Ceci étant dit, j'ai fini ma parenthèse. Ouais, parfait, OK, Oui. ça marche. Non, mais en fait, je bâtis ma réponse là-dessus. Puis je pense qu'il y a un élément qui est important à considérer, c'est... Prenons nos étudiants athlètes. Ils sont dans un format où ils ont un pic de performance à la saison. Là, notre équipe de football vient de remporter la Coupe Vanier. Ils commencent la saison, ils savent que mais jusqu'au mois, eux, là, la période où, jusqu'à mi-novembre, ils savent que la bulle de leur vie sociale et scolaire va être probablement moins importante que celle sportive. Là, l'important, c'est que lorsqu'ils finissent le championnat ou les nageurs après les U-Sports qui sont au mois de février, bien là, on va venir changer le narratif qui guide leur quotidien. Parce que c'est ça la réalité de l'étudiant athlète. Son quotidien est régulé par des objectifs sportifs, des objectifs scolaires, des objectifs sociaux. Maintenant, bien, ces objectifs-là vont fluctuer dans le temps. Fait que là, tu viens de remporter la Coupe Vanier. Parfait. Là, c'est peut-être le bon moment pour se slacker. Va remettre des petits points, va remettre des petites graines dans tes autres cercles. Là, c'est le temps d'en profiter. Parce que quand tu vas revenir là, en janvier, là, tu vas commencer le grind de travailler dans le gym, de recommencer à faire du vidéo. Tout ça va t'amener jusqu'à la prochaine Coupe Vanier. Si tu n'as pas pris ton temps pour descendre sur terre, tu n'y arriveras pas. À un moment donné, la canisse,
elle va être vide de motivation pour ton sport. Ouais, c'est ça. J'aime ça, ça me fait un peu penser au concept d'équilibre qu'on parle dans un autre podcast qui, dans le fond, l'équilibre n'est pas une belle ligne droite. Tu sais, ce que Marc-André dit, c'est là, la réalité, c'est que pendant quelques mois, j'ai plus de petits points dans ma bulle football. Quand cette bulle-là termine en décembre, en fin novembre, ben c'est correct d'aller mettre des petits points ailleurs pour venir rééquilibrer le tout de façon imparfaite. Puis quelqu'un qui nous écoute, qui dit OK, parfait, fait que moi je mets, fait que c'est ça, il y a des saisons, on va parler de saisons. J'ajuste en fonction de ça, mais je suis dans ma saison forte pendant mes championnats, puis honnêtement, me lever tôt pour aller nager, à un moment donné, ça me rend dedans, je suis plus capable. Comment, c'est quoi mon outil pour poursuivre cet engagement-là? OK. Tu sais... Tricky. Ouais, ben, en fait, ben, c'est ça. Puis il n'y a pas de réponse... Point de vue athlète, point de vue entraîneur, environnement... disons pour disons pour athlète. OK, pour athlète. Ouais, OK, on va prendre l'athlète. Je vais y aller avec... J'y vais après. Parfait. J'ai hâte de voir si on va être... OK. Vole pas ma réponse. Non, c'est ça. Ben, en fait, il y a une... c'est là parce que c'est un sujet qu'on a abordé récemment avec le groupe d'entraîneurs, la question du sens et la signification de ce que ça vaut. C'est quoi le sport pour toi? On va prendre l'athlète, il est dans une quête. Je revenais tout à l'heure, moi, j'avais une quête de performance. Quand j'étais un étudiant athlète, même chose quand j'étais un entraîneur ou peu importe. Qu'est-ce qui va te faire te lever le matin parce que c'est difficile? Est-ce que c'est quoi le sens que tu accordes à ta quête? Puis est-ce qu'à ce moment-là, quand il faut que tu décides de te lever ou non, ça fait encore assez de sens pour te lever? Là, maintenant, le danger avec ça, c'est de dire, hey, si je mets snooze aujourd'hui, ça ne veut pas dire ma quête n'a plus de sens. C'est là, ça fluctue. Puis les étudiants ne travaillent pas dans un silo. Là. Il n'y a pas juste la bulle sportive. Ça se peut qu'au niveau scolaire, ça soit difficile, au niveau social, ça soit difficile, puis là, ça vient affecter. Ouais. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup, là, avec les entraîneurs, on parle beaucoup en ce moment d'autocompassion. Hey, donne-toi à la tape une fois de temps en temps. C'est sûr que tu as vu mes réponses. Il est bon. C'était ça. Mais là, je suis sûr que tu vas l'expliquer encore mieux que moi. Vas-y, excuse-moi. Non, mais en fait, c'est un peu ça. Il faut d'abord accepter, ça va fluctuer, puis c'est correct. Puis là, l'autre affaire, c'est que moi, je suis l'entraîneur, il faut que je sois capable de comprendre. Il faut que je sois capable de l'accepter. Il y a des moments où est-ce que je veux dire, non, là, tu es capable. Puis c'est toutes les nuances dans le sport de haut niveau. Ouais. Des fois, l'entraîneur, sa job, c'est de dire, tu es capable de le faire. Pousse un peu. Là, la ligne est fine entre Caroline, est en train de... Elle est très fine, puis c'est un enjeu pour nos coachs en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire? Mais si la relation est bien établie avec l'athlète, tu sais, je te pousse de manière bienveillante, généralement, ça passe mieux. Mais c'est une question de perception. Fait que là, c'est tout un autre sujet. De lien de confiance aussi, sûrement. Exactement. Tu sais, tu reviens avec ton affiliation sociale. OK, le coach, il me dit qu'il sait que je suis capable. Il sait que je suis capable. Mais là, des fois, le coach va être capable de dire, OK, non, là, reste chez vous. Là, peut-être tu commences à avoir la guédille au nez, reste chez vous. Ouais. Viens pas contaminer, prends-toi parce que tu as besoin. Là. Ou même, est-ce que ça se peut, là, on a parlé d'affiliation, mais on parle aussi d'autonomie dans l'autodétermination. On l'a mentionné. Est-ce que le coach pourrait pas demander à l'athlète, c'est quoi ton besoin en ce moment? Comme, à quoi ça ressemble un bon sport? Est-ce que tu as envie que je te pousse ou tu as envie que je te dise que c'est correct de te reposer aujourd'hui? Puis là, on positionne l'athlète en plein pouvoir, comme étant acteur dans sa propre vie. Ben oui, parce qu'une des questions qui allait suivre, c'est que j'avais par rapport justement à c'est un peu les gens à l'extérieur. Comment ils peuvent aider quelqu'un mettons un étudiant à se positionner dans la meilleure des positions dans le contexte. C'est le jour J, là ce matin. Ouais. Qu'est-ce que les gens d'extérieur peuvent, donc mettons un coach peut faire pour aider l'étudiant, parce que tu parles que la ligne est mince. Là, tu viens de donner un exemple de revirer un petit peu, de ne pas donner la réponse puis d'aller chercher la réponse. Y a-tu quelque chose d'autre qui peut être fait de la part de l'entourage? Bien, est-ce que je peux répondre, pas comme coach, mais comme préparatrice mentale? Tout à fait. Oui. Je vais laisser Marc-André dans son expertise. Puis c'est drôle parce que je niaisais tantôt, là, il a volé mes réponses, mais honnêtement... noir sur blanc, le premier truc, je trouve, qu'on fait en préparation mentale avec un étudiant, c'est de donner du sens à l'effort. Puis là, on revient au mot sens, mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des étudiants athlètes vont souvent se présenter à une pratique ou à une compétition ou à un entraînement en voulant être meilleur, exemple, au soccer, ou en voulant être meilleur en natation. Mais c'est tellement peu spécifique
que ça a peu de sens aussi, comme c'est pas assez concret, c'est pas tangible. Donc, juste de se donner un petit objectif clair en début de séance, à chaque séance, pour vraiment qu'il y ait une ligne directrice ou un engagement qui est un petit peu plus délibéré ou spécifique. Puis ensuite, là, je sais que ça va avoir l'air super quétaine, mais c'est quand même la vérité, là, de fixer des objectifs un peu plus de maîtrise et non pas juste de résultats. On l'entend souvent, mais c'est vrai, tu sais. Puis ensuite, bon, Marc-André a parlé d'autocompassion. C'est sûr que j'allais en parler, mon sujet favori dans le monde entier. Mais tu sais, de se parler comme on parlerait à un coéquipier ou une coéquipière, là, on est donc bien bon à offrir de la compassion, puis de l'empathie, puis de la compréhension à quelqu'un d'autre, mais à soi-même, c'est tellement plus difficile. Puis de savoir que c'est une habileté qui se travaille, puis qu'avec une pratique délibérée, on peut l'améliorer. Ça va nous donner justement la flexibilité de, des fois, se donner le droit à comme, OK, c'est une journée un peu plus tough, je vais prendre un peu de recul, je vais prioriser mon repos, puis je vais revenir plus motivée le lendemain. Ou, OK, aujourd'hui, j'ai besoin de me donner un petit coup de pied, puis de m'encourager de façon bienveillante. Fait que cette pratique-là, ou ce narratif-là d'autocompassion est un outil qu'on utilise beaucoup, beaucoup en préparation mentale pour aider la clientèle des étudiants athlètes. Puis sinon, je vais juste faire du pouce sur un dernier truc sur ce que Samuel, encore une fois, nous a amené comme info quand on a parlé de motivation avec lui, qui est quelque chose que je répète et répète et répète, mais que même en toute transparence, même moi, c'est un défi au quotidien, mais on célèbre juste nos coups extraordinaires dans la vie. Tu sais, on célèbre l'attrapé de l'année ou notre record personnel au gym dans un back squat, mais pourtant, on a des victoires petites, quotidiennes, même horaires des fois. Puis celles-là, on ne met pas notre attention dessus, on les célèbre pas. Puis ce qui fait en sorte que notre cerveau devient super outillé ou habile à remarquer ce qu'on fait de pas assez, nos imperfections. Puis là, ça devient dur de rester motivé parce que on est toujours dans une quête de « c'est pas assez », tu sais, versus, mettons, hey, attends, aujourd'hui, j'ai fait ça, puis ça de super bon, puis c'est peut-être pas le gros événement de l'année, mais en célébrant quotidiennement, justement, nos petites victoires, je pense qu'on entretient un peu notre estime, notre confiance, mais aussi notre motivation. Notre motivation, finalement. Puis, Marc-André, pour les entraîneurs, tu donnais un exemple tantôt. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, un petit truc qui pourrait les aider à contribuer à ça? Je vais bâtir sur ce que Sarah vient de dire, de célébrer les petits coups au quotidien. Revenons à nos 3 leviers. C'est ça, on est dans le sentiment de compétence. Je parlais hier, je faisais une séance d'accompagnement avec un entraîneur, pas un entraîneur universitaire, mais un entraîneur qu'on travaille dans un contexte de haut niveau où ils font beaucoup d'analyses vidéo. Puis effectivement, au-delà de la victoire, lui, il arrive dans cette nouvelle équipe-là, il veut instaurer une culture gagnante. Puis la culture gagnante, il l'identifie avec certains comportements qui sont observables. Question d'amener ces joueurs dans cette mouvance-là. La dernière séance vidéo qu'il a préparée, c'est d'identifier les comportements qu'il veut voir. Finis ta mise en échec, fais ton repli défensif. Pour les entraîneurs, des fois, c'est de venir identifier, des fois juste les joueurs de l'ombre aussi. Parce que celui qui fait l'attraper, qui fait l'attraper spectaculaire, ou il déjoue le gardien, puis ça fait les manchettes, ça fait le clip Instagram. Honnêtement, il va la chercher. Sa canisse il est good, là. Exactement. C'est pas lui, là. Va chercher. Puis ça, c'est cool. Il faut le valoriser. Mais des fois aussi, il faut aller valoriser le travailleur de l'ombre. La personne qui fait quelque chose, qui revient dans la maîtrise, dans le processus, qui est dans cette mouvance-là. Est-ce que l'entraîneur est capable de venir l'identifier? Puis là, c'est là l'entraîneur il doit être alerte à ça. Il doit savoir où regarder parce que l'environnement est riche. Il faut que tu ailles chercher ces moments-là, que tu sois capable de les mettre de l'avant. Mais aussi, je vais donner un autre exemple, ça vient d'un des coachs avec qui on a jasé la semaine passée, il disait, des fois aussi, là, on est beau, la vie est belle, puis on veut dire que tout le monde est beau, tout le monde, il est bon. Mais il y a des moments aussi où c'est important, surtout dans des contextes un peu plus haut niveau, là, je ne ferai peut-être pas forcément ça avec des jeunes ados en développement, mais il y a des moments où est-ce que tu rates un jeu. Il y a des moments où est-ce que tu fais quelque chose, tu rates ta couverture, je sais pas moi, tu rates ta touche au mur, puis il y a un matériel d'apprentissage qui est là. Puis c'est important de le montrer aux gens. Le problème, c'est que si tu fais ça, puis tu ne mets pas en place les bons éléments a priori, ça peut affecter énormément l'estime, la confiance. Il ne faut pas dénigrer quelqu'un en faisant ça. Puis là, l'entraîneur disait,
puis je trouvais ça brillant. Il disait, hey, quand ça arrive, je vais voir mon athlète, puis je dis, là, tu vas te faire ramasser avant tout le monde. Mais tu sais, ça va nous aider. Puis ça, mettons, je le regarde avec ma lentille de motivation. Là, il est allé chercher la connexion. Là. Il a dit, je vais être avec toi. Là. Puis on l'a en tête. Là. On sait comment. Je vais être avec toi. Tu sais, ça va brasser. Ça va être tough. Peut-être les gars vont rire. Mais on va sortir de là grandi. Puis il dit, me semble, fais-moi confiance, ça va bien finir. C'est ça, exactement. Puis ça, pour moi, ça, c'est du grand coaching. C'est d'être capable de tirer sur les bonnes ficelles au bon moment. Et tu t'en parles? J'ai envie d'être ton athlète, Marc-André. je vois tes paroles, je suis comme, mon Dieu. Je ne fais que rapporter les bons comportements. Ouais, je tiens à le dire. Là. Je vois tes paroles, j'ai le goût de faire de la natation, je sais pas. Mais non, mais c'est blague à part, là, c'est quand même... Je vois très bien la nuance que tu essaies d'exprimer. Que tu exprimes très bien. Là, le temps file, là, fait que je veux m'assurer de poser ma question choc. Aujourd'hui, qui est? Est-ce qu'on doit obligatoirement être motivé pour performer? Ouh! Hey, j'y vais. J'y vais, puis j'espère que... tu me donnes le temps de réfléchir un peu. Tu vas peut-être me contredire. Je pense que la motivation est un facilitateur de la performance et non pas un prédicteur de la performance. Je pense qu'on peut être engagé sans être motivé même. Je pense qu'on peut faire preuve de discipline sans être motivé, c'est-à-dire faire quelque chose même quand ça ne nous tente pas. Puis je pense que, tu sais, ma réponse, ça va être super simple, là, puis je vais y aller plus terrain que science, mais j'ai envie de dire que probablement tous les étudiants athlètes ou tous les humains ont une idée ou un souvenir d'un moment que ça leur tentait moyen, puis que finalement, ils ont donné la performance de leur vie. T'sais, en tout cas, moi, j'ai des exemples en tête de bonnes performances que j'ai faites, puis que ça me tentait moyen ce journée-là. Comme s'il y avait eu une espèce de laisser-aller, peut-être, à ce moment-là. On peut imaginer ça? Oui, comme un lâcher-prise. Mais je vais faire quand même un petit astérix à ça. Je pense que c'est beaucoup plus plaisant, agréable et qu'il y a beaucoup plus de bien-être quand la motivation est présente. Je vais dire ça. OK. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Marc-André? Je vais partir de la fin de ta réponse. Puis ma prémisse initiale, c'est qu'on est tous motivés. Peu importe ce qu'on fait, il y a une motivation derrière le comportement qu'on va faire. Pour que la performance soit saine, durable et souhaitable, on veut tendre vers une motivation intrinsèque à faire les choses, une motivation qui est plus, ou si elle n'est pas parfaitement... En fait, c'est jamais purement intrinsèque. Là, il y a toujours quand même un peu... Tu veux gagner la Coupe Vanier, tu veux gagner le championnat, tu veux aller aux universiades, tu es dans une quête là, pour y atteindre. Fait qu'il y a comme un peu d'extrinsèque. Maintenant, à ta question, est-ce qu'on doit être motivé pour performer? Ça dépend toujours. C'est quoi le facteur qui va nous amener à la performance? Il y a des performances qui sont extraordinaires, mais qui sont faites sous le coup de la menace. On va prendre là... Là, on va aller dans le caricatural. C'est pas ça qu'on fait ici au Carabin, non, juste du tout. Ben, c'est pour ça que je vais prendre un exemple caricatural. Oui. Patinage artistique, c'est une athlète russe. À chaque cycle olympique, c'est une nouvelle patineuse qui gagne. Eux, ils ont un concept un peu de championne à usage unique. Ben, il y a probablement quelque part, là, c'est une méga généralité, là, mais dans des pays un peu plus des dictatures où est-ce que, en gros, si tu gagnes pas, je veux pas dire que c'est ça exactement. Pas juste toi, là, probablement quelque chose comme ta famille. Là. Puis c'est pas une option de ne pas gagner. Je comprends. Ça, est-ce que ça t'amène à performer? Oui. Est-ce que c'est sain? Non. Est-ce que c'est ce qu'on valorise? Non. Puis tu sais, l'évolution des pratiques des entraîneurs, à vitesse grand V, ça a évolué dans les dernières années. Quand je suis arrivé sur le parcours de la performance, avant même d'être dans les Carabins, une chaise qui est pitchée, se faire crier après, c'est pas monnaie courante. Là, on était à la fin de ça, mais ça existait. Aujourd'hui, on a décidé comme société, c'est plus acceptable. Puis ça, c'est un enjeu chez nos entraîneurs. C'est OK, si je peux plus crier après mon athlète pour l'engager dans la tâche, je fais quoi? Parce que c'est pas acceptable maintenant. Ça n'a jamais été acceptable, mais là, ça ne l'est plus du tout. Oui, c'est plus accepté. Aussi. Mais avant, si je criais après mon athlète, je le voyais s'engager dans la tâche. Fait que je continuais à y crier après. Maintenant,
Là, on prend le pas de recul en disant « Ah non, moi, qu'est-ce que j'ai dans mon coffre? Si je ne peux plus utiliser la punition et la menace, bien, je dois utiliser d'autres choses parce que je veux les amener à s'engager. » Puis c'est là où est-ce qu'on arrive dans un monde avec 100 000 nuances. Mais ce qu'on voit, ça me fait penser, je pense que c'est Sylvie Bernier qui disait, tout le monde en parle, elle dit « Imaginez, j'ai gagné une médaille avec la peur au ventre. Imagine comment j'aurais été bonne si j'avais aimé mon sport, j'avais été motivé de manière intrinsèque. » Mon Dieu, ça me donne des frissons. Okay. Ouais. On peut même penser à André Agassi aussi, son autobiographie, il décrit à quel point il haït le tennis. Exact. Imagine, c'est les plus grands dans leur sport. Là. On Fait que là, ça s'entend, devient notre responsabilité comme entraîneur, comme organisation, comme parent, comme élève athlète aussi, comme système de faire en sorte, mais si on gagne, bien, on va gagner de la bonne manière. OK. Ça, je pense que c'est comme un peu, là, s'il faut. Puis pour gagner de la bonne manière, c'est OK, j'ai quoi comme outil dans mon coffre? C'est ça. Puis justement, en parlant d'outils, puis c'est là-dessus qu'on va finir. Un étudiant athlète, une étudiante athlète nous écoute. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, dès maintenant, pour maintenir cette dite... Maintenir, ou en tout cas, s'assurer que la motivation qu'ils ressentent soit saine puis soit durable? Bien, honnêtement, j'ai envie de dire, puis peut-être que tu me diras, Laurence, que ça manque de tangible, mais j'ai envie de dire que tout part d'une bonne connaissance de soi ou juste de même de conscience de pourquoi on fait quelque chose, tu sais, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens à l'extérieur, dont probablement moi, à l'occasion aussi, qui... on fait quelque chose, puis on ne sait pas pourquoi on le fait. Fait que juste de se questionner ou de se laisser cet espace-là de réflexion pour savoir pourquoi je fais ça. Puis, je pense que c'est la première étape avant d'essayer de changer une forme de motivation, tu sais, de déjà savoir... La quête dont Marc-André parlait est-ce que je suis motivée par une bourse ou par mon ego, ou vraiment j'aime profondément ce sport-là, j'ai du plaisir à le faire, puis... Si la réponse, c'est une motivation qui est purement extrinsèque, puis qu'on y a réfléchi, on a pris le temps de s'asseoir avec ça, bien là, on peut peut-être essayer de la transformer doucement avec l'aide ou sans aide par soi-même, juste en journalant ou même en réfléchissant, mais ouais. Ouais. D'ailleurs, là, je le dis pour les étudiants de l'Université de Montréal qui nous écoutent, là, il y a ce qui s'appelle le service à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Il y a un service de psychologie puis d'aide en tout genre qui est offert à $0 ou à très bas prix pour les étudiants. Fait que c'est le genre de choses qu'ils pourraient aller chercher, le genre de ressources qu'ils pourraient aller chercher là. Ouais. Marc-André, avais-tu un petit truc que tu voulais partager? Rapidement, ça me fait penser un peu l'exercice qu'on avait fait à la soirée, je pense au printemps dernier. Tu sais, les étudiants peut-être étaient présents, puis ça peut être les étudiants aussi, là. Tu sais, d'avoir une forme de réflexion, d'introspection. Fait que là, mettons, moi, je suis un étudiant ou je suis un élève, je me dis, hey, moi, je reprends mes 3 principes. Qu'est-ce qui m'aide à me sentir plus autonome? Sur quoi je peux faire des choix? Qu'est-ce qui m'aide à me sentir compétent? Avec qui je connecte dans mon... Des fois, juste de sortir de sa tête, de le mettre en comportement observable, bien là, ça va des fois m'aider à prendre des meilleures décisions. Puis, répète-moi les trois... Bien, ton sentiment de compétence, ton sentiment de connexion ou affiliation sociale, puis sentiment d'autonomie. Puis là, après, je pense que on va creuser un petit peu là-dessus des ressources à ce propos. Il y en a une puis un autre. Mais ça te donne juste un cadre de réflexion, des fois, pour bien comprendre mes propres motivations. Ça, juste ça l'aide à prendre des décisions éclairées, finalement. Un pouvoir d'action un peu aussi. 100%. 100%. Avoir la gentilité, le pouvoir et du contrôle sur ce qu'on fait, c'est hyper important. Ouais, ça part Est-ce qu'on a bien répondu à ta question? Honnêtement, moi, je continuerai à vous parler pendant des heures encore, mais non, je dois conclure. Franchement, c'était extra intéressant. Merci beaucoup du temps puis du partage. De rien. Ouais, c'est ça. Je suis comme mon cerveau va vite là, ça réfléchit là-dedans. Donc aux gens qui nous écoutent, là, on va ajouter de l'information sur la motivation si vous n'avez pas été rassasiés de cette discussion très très riche. On ajoute ça dans la description du balado, puis on va inclure d'ailleurs le lien de l'autre épisode dont on parlait, qu'on a fait avec Samuel Leduc, un étudiant athlète de football, sur le même sujet, qui lui nous parle de son expérience dans son parcours étudiant qui a duré 4 ans, si je me trompe pas. Toujours en cours. Oui, toujours en cours, ouais, c'est ça, exactement. Suite d'ailleurs à la conquête de la Coupe Vanier. Et donc, vous irez voir ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye. Merci beaucoup. Merci.